Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour. Une première fois de midi et demi à 13h tout d'abord pour faire un point à la mi-journée. Puis à 18h30 le soir, la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour, mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché. Au sommaire de l'édition de ce soir, c'est tout d'abord ce soir, après la clôture donc à Paris, que Joe Biden dévoile les contours de son vaste plan d'infrastructure présenté depuis Pittsburgh. Le plan vise à moderniser notamment les routes et les ponts dans le pays, mais aussi à accélérer la transition énergétique aux États-Unis. Un premier volet estimé à 2000 milliards de dollars avant la présentation dans un second temps de mesures concernant l'assurance santé ou encore la prise en charge des enfants. Au global, ce plan devrait coûter entre 3000 et 4000 milliards de dollars. Un plan dont le financement peut faire peur à certains investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités. Et puis nous nous intéresserons de près également à plusieurs valeurs, dont Capgemini qui réunissait ses investisseurs ce matin pour leur annoncer que l'entreprise de services numériques revoit à la hausse ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires, puisque le groupe, qui a d'ailleurs racheté Altran l'année dernière, se positionne au-dessus des attentes de la majorité des analystes. Nous discuterons donc du cas Capgemini avec nos invités, mais aussi de l'IPO de Deliveroo à Londres qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et puis dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à thème, nous regarderons l'année qui vient de s'écouler sous le prisme des rachats d'actions d'entreprises par leurs dirigeants et nous tenterons de comprendre le signal que cela peut envoyer au marché. Smart Bourse, c'est parti. On commence tout de suite avec les actualités boursières du jour et pour cela on retrouve Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,34% pour s'établir à 6067 points. La pandémie a continué de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Les investisseurs sont donc restés prudents, notamment en France, avant la prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français dans une allocution ce soir à 20h. Il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le pays. Côté statistique, de nombreux indicateurs d'activité ont rythmé cette séance. L'activité manufacturière chinoise, d'abord, qui a progressé en mars à son rythme le plus rapide en 3 mois. L'indice PMI a grimpé à 51,9 points contre 50,6 en février. En France, les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont restées stables en février par rapport à janvier. Le plus attendu était bien sûr l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,3% en mars sur un an selon Eurostat. Enfin, le cabinet des ressources humaines ADP a dévoilé cet après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain. 517 000 emplois ont été créés en mars, dépassant l'estimation moyenne des économistes. C'est le triple des 176 000 créations du mois de février. Les investisseurs attendent maintenant les chiffres officiels des créations d'emplois qui seront publiés vendredi par le département du travail avec le taux de chômage. Sur le plan politique, le président américain Joe Biden s'est exprimé cet après-midi. Il a présenté les détails de son plan d'infrastructure de 3000 milliards de dollars. Du côté des valeurs maintenant, les champions des énergies alternatives flambent avec McPhy et Neoen. Capgemini fait également partie des hausses de la journée. La société de conseil en services informatiques et numériques a dévoilé de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnelle de 14% d'ici 2025 et ambitionne de réaliser une croissance annuelle moyenne de chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui a annoncé ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros. Total qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité et
Et enfin, Ipsen, le groupe biopharmaceutique, s'est vu approuver son médicament pour le traitement des reins. Cette décision permettra l'accès au marché de cette indication dans les 27 États de l'Union européenne. Les cours du pétrole, eux, après leur progression, repassent en dessous de la barre des $64. Les investisseurs attendent la poursuite ou non de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP+, prévue demain. Demain également, les investisseurs s'intéresseront aux ventes au détail en Allemagne. La journée sera également ponctuée par plusieurs indices manufacturiers, celui de la France d'abord et de la zone euro. Ensuite, dans l'après-midi, ce sera l'indice ISM manufacturier aux États-Unis que pourront regarder les marchés. Voilà, c'était le résumé complet de l'actualité boursière avec Eva Ben Saadi. Eva Ben Saadi qui est avec vous en fil rouge toute la journée depuis la salle des marchés de Bourse Direct et que vous retrouverez demain matin dès 9h55, puis à midi et demi, 14h55 avant l'ouverture de Wall Street et à 18h30. Nous sommes à présent en plateau pour décrypter les enjeux des marchés financiers avec Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand Puif. Bonsoir. Vous êtes gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. À vos côtés, Adrien Dumas. Bonsoir Adrien Dumas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Mandarine Gestion et avec nous également au téléphone Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost. Bonsoir messieurs. Vous êtes directeur général de la financière responsable. Alors je vous propose de commencer par faire un petit point sur la clôture du CAC 40. On rappelle le contexte, les investisseurs français qui vont être focalisés ce soir sur deux prises de parole. La prise de parole de Joe Biden, on le disait en introduction, dont le contour du discours est déjà connu, mais la prise de parole n'a pas encore eu lieu. Celle d'Emmanuel Macron, du coup, qui s'exprimera ce soir à 20h. On a des marchés européens maintenant. On va parler des marchés qui ont consolidé sur la dernière semaine, peut-être un peu plus d'une semaine, qui hier se sont envolés, notamment le CAC 40, qui est allé chercher, même s'il n'a pas réussi à les atteindre, les 6100 points, qui aujourd'hui reconsolide. Quelle est votre vision actuelle du marché français et plus globalement des marchés européens? On peut peut-être commencer avec vous, Bertrand Puif. Grosso modo, on peut dire quand même que les marchés globalement sont sur des niveaux, bon, ça étonnera personne, qui sont plutôt élevés en termes de valorisation aujourd'hui, avec énormément effectivement de flux qui soutiennent cela. Donc il y a un peu moins quand même de fondamental que ce qu'on a de manière normative. Mm-hmm. Donc on est quand même dans une zone. Alors on n'est pas en zone de danger, clairement, mais quand même, bon, on commence à approcher un petit peu de la zone rouge, de mon point de vue, pour l'ensemble du marché. Après, on le développera sans doute tout à l'heure, mais il y a, on le voit depuis quelques mois, un changement de leadership en termes de valeur au sein du marché, avec ce qu'on appelle la value, qui est en train de rattraper son retard très fort. Avec cet espoir de réouverture de l'économie, tout à fait, qui est amplifié par cet espoir de réouverture de l'économie et par ses plans de relance. Et puis en face de ça, on a la croissance, et en particulier avec la technologie, qui pâtit d'une part du fait que tout le monde en a, que les valorisations sont quand même très élevé, On parle de 40 à 45 fois en moyenne sur le Nasdaq en termes de multiples de profit. Et puis donc le fait aussi qu'on a cette pontification de la courbe des taux avec une remontée des taux longs. Aux US, on est à 1,75. Nous, on pense que d'ici l'été, on sera à 2%. Et c'est vrai que bon, la remontée des taux a un impact très négatif sur les valeurs de croissance. Donc on actualise les flux futurs liés à cette croissance, justement, les flux futurs de cash flow. Donc voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est important, au-delà du niveau dans l'absolu du marché, je pense que c'est vraiment le positionnement que l'on a dans les portefeuilles. Et je pense qu'il y a quand même un danger aujourd'hui à rester sur des valeurs de croissance qui ont fait leur temps, si je comprends bien ce que vous nous dites. Après, encore une fois, je pense qu'il y a d'autres opinions sur le plateau, qu'il y a un aspect stock picking, ce que je veux dire, au sein de la croissance aujourd'hui, qui va prendre tout son sens, ce qui était peut-être pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Il suffisait d'acheter un panier de valeurs de croissance et il allait bien se comporter en moyenne, surperformer significativement le marché. Ce sera sans doute plus le cas aujourd'hui. Il va falloir faire beaucoup plus de sélection, avoir beaucoup plus de discernement au sein des valeurs de croissance. Alors que la value, typiquement, c'est sans doute son heure de gloire pour de mon point de vue, plus que plusieurs trimestres. On a quand même si on croit à l'inflation qui remonte et les taux qui continuent à monter, la pontification de la courbe des taux, on est rentré quand même dans un cycle. On a eu 10 ans en fait de cycle favorable boursier à la croissance. On peut rentrer aujourd'hui dans une période de quelques années de retour à la moyenne pour ce qui est de la value. Donc le retour en grâce de la value, même si nouvelles restrictions à venir en France ou en Europe, là ça ne fera que retarder Alors paradoxalement,
plus il y aura de restrictions, plus c'est positif pour la value. Parce que plus il y a de restrictions, plus les plans vont être revus à la hausse, les plans de relance, les injections de liquidités de par des banques centrales vont être encore plus fortes. Et de facto, vous allez avoir une inflation qui est anticipée dans les taux longs qui va augmenter, et donc cette pontification de la courbe de taux va être encore plus forte. Ça va avoir un impact sur les valeurs de croissance. Exactement. Et donc, du coup, donc paradoxalement, plus on reste dans cette situation un petit peu, où rien ne bouge, en Europe en tout cas, plus c'est positif pour cette rotation. Alors, on va écouter dans un instant l'avis d'Adrien Dumas. Juste avant, vous nous avez parlé de zone rouge. Vous la quantifiez, cette zone rouge, ou c'est théorique ? Alors non, c'est-à-dire que après on regarde nous des moyennes historiques de valorisation du marché. Quand on voit que par exemple le CAC 40 est en train gentiment de se rapprocher de 20 fois donc les profits en termes de valorisation. Sur des profits, alors encore une fois, qui sont sans doute cette année, alors il y a une partie c'est vrai en Europe où on a les confinements ont des impacts négatifs sur les profits, mais sur la Chine, les États-Unis, on a plutôt un effet d'accélérateur. Les entreprises américaines, en moyenne, s'attendent à retrouver leur niveau de profit de 2019 cette année. Donc, mettre là-dessus un multiple en plus élevé pose quand même une question. Voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu dans un environnement où on a tendance à mettre un multiple élevé sur des profits qui sont peut-être au pic. Boostés par justement ces plans de relance et ces injections. Alors en Europe, encore une fois, la situation est plus contrastée. Voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher après ? Alors en Europe, on dirait que la situation est plus contrastée. Cependant, il faut quand même avoir en tête que les grandes valeurs des grands indices sont très internationales et bénéficient à plein de l'environnement en Chine ou aux États-Unis. Alors on y reviendra sur ce sujet juste avant. J'aimerais entendre un peu tous les gens autour de la table sur la situation actuelle. Adrien Dumas, du coup, votre avis sur cette situation donc des marchés européens qui consolident, qui s'envolent, qui s'arrêtent. Voilà, votre avis ce soir-là. Alors déjà, je pense qu'il y a un élément assez technique, c'est qu'on est dans une période de fin de trimestre. On vient de vivre effectivement 3 mois assez haussiers. Et embarqué depuis l'élection de Joe Biden, même 5 mois de marché quand même très très positif. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, moins 0,34% sur le CAC 40 ce soir, mais un peu plus de 9% sur le premier trimestre finalement sur l'indice parisien. Tout à fait, donc c'est pas illogique de voir effectivement des marchés un peu plus agités, et on sait très bien que les fins de trimestre sont un peu spécifiques avec des mouvements techniques de typologie de fonds qui ont besoin de rééquilibrer ou de rebalancer leur exposition. Donc typiquement dans des marchés très haussiers, les fonds diversifiés ont besoin de revendre un petit peu d'actions pour revenir à leur allocation originelle. Donc voilà, je pense que tout ça sont des éléments qui ont marqué pas mal la semaine écoulée. Ça, c'est la première chose. Moi, je ne partage pas trop l'élément sur le niveau des valorisations des marchés ou sur un niveau d'alerte. Je pense qu'on est vraiment dans une période de reprise, que cette reprise est beaucoup plus rapide que ce qu'on l'estimait à l'échelle mondiale. Alors, l'échelle européenne est certainement décevante, mais donc là, on parle de reprise à l'échelle mondiale. On parle tout à l'heure des chiffres de l'économie américaine. Il y a 2 mois, on attendait le PIB américain 2021 en hausse de 4%. Les estimations aujourd'hui sont presque à 6%. Donc, bien évidemment, il y a des effets de relance, mais il y a aussi, de manière sous-jacente, une économie qui se redresse plus vite que prévu. Les chiffres de l'emploi sont aussi meilleurs que prévu. Les épargnants américains ont beaucoup épargné. Le consommateur américain a beaucoup épargné et va en plus recevoir des chèques qu'il va devoir dépenser. Bien sûr, oui. Donc voilà, tout le ça. FMI revoit ses prévisions à la hausse également. Tout ça est quand même. Ils ne donnent pas de chiffres, mais ils disent que ça ira mieux. Voilà, tout ça est quand même très favorable. Après, je le rappelle quand même, après un ralentissement économique violent, alors succinct pour certaines géographies, mais quand même violent. Et puis des marchés qui déjà depuis 2018 se posaient la question de qu'est-ce qui va mettre fin à ce grand cycle économique qu'on vivait depuis 2008-2009. Donc pour moi, le multiple de valorisation sur les 10 dernières années, aujourd'hui, il n'est pas si affolant que ça. Alors je suis d'accord, il faut de la sélectivité, il faut avoir peut-être des portefeuilles un peu plus équilibrés entre la croissance et des secteurs plus cycliques. Mais nous, on est plutôt confiants sur une année chez Mandarine, sur une année 2021. Et ça veut dire quoi ? Alors je passe du coup peut-être un peu trop vite sur du stock picking puisqu'on a d'autres sujets macro à voir, mais ça veut dire que du coup, il ne faut plus compter que sur du Tesla, du Amazon et du Google, c'est ça ? Alors, oui, Tesla et Amazon sont des cas très spécifiques, mais oui, de manière générale, on a eu plutôt tendance à rééquilibrer un petit peu nos portefeuilles, faire des activités plus cycliques. Nous, on est depuis un petit peu de temps maintenant un petit peu plus prudent là, sur la partie taux, donc des activités financières qui ont beaucoup bénéficié de la hausse des taux et où les sous-jacents, les fondamentaux restent quand même un peu compliqués. La crise que vient de traverser Crédit Suisse en est, à mon avis, un bon exemple. Effectivement, on peut les bancaires pour ne pas les nommer. Les banques européennes continuent à perdre des parts de marché par rapport à leurs concurrents américains. Donc voilà, on cherche plutôt dans la partie un peu plus cyclique des activités qui vont bénéficier des plans de relance. La construction en est, à mon sens, un très bon exemple, qui ont
donc qui permettent un peu de rééquilibrer effectivement des portefeuilles et effectivement d'être un peu moins exposé à ces grandes thématiques de croissance qui ont été très porteuses, effectivement, ça a été dit depuis 10 ans, mais sur lesquelles il y a encore certainement des acteurs qui peuvent encore gagner des parts de marché et profiter du cycle à venir. Donc voilà, c'est un peu plus équilibré, mais avec un niveau de confiance assez élevé. Stéphane Prévost, donc au téléphone avec nous et avec vous. Du coup, quelle est votre analyse un petit peu du contexte actuel? Vous partagez ce que vous avez entendu sur ce marché, sur ce plateau, pardon, sur le marché? Beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, je ne suis pas effaré par les valorisations et les niveaux des marchés actuels sur les performances. Si d'ailleurs, pour se donner une idée, si on regarde depuis le début de la crise, c'est-à-dire un an, on voit que les marchés européens, que ce soit l'Eurostoxx 50, le CAC ou le DAX, sont bien sûr, depuis le début de l'année, ont une meilleure performance que le Nasdaq qui fait 1%, le S&P fait 5%, le Dow Jones 30, lui, fait plus de 8%. Et sur 12 mois, il n'y a pas un de ces marchés qui est en dessous de 50%. Même un Nasdaq a plus 70. Alors que vous voyez que pour l'Europe, on a plus 43, pardon. 40% pour le CAC sur 12 mois, les 12 mois glissants, hein, et 51 points de hausse pour le DAX. Donc l'Europe est en retard. Et l'Europe est en retard parce que, je pense que ça a été d'ailleurs un peu dit, les États-Unis avaient opéré leur redémarrage, ainsi que la Chine, plus vite que nous au niveau de leurs économies. Le marché avait besoin d'être rassuré sur des signes concrets de cette reprise plus forte. Et en Europe, ça patine à cause des campagnes de vaccins. On peut en parler, on est en train de prendre du retard, mais on voit que la reprise est là. Et puis on a un effet de croissance acquis qui est relativement significatif, donc ça peut faire un support de marché. L'autre point, c'est qu'effectivement, alors moi je dirais, je serais beaucoup plus tempéré sur la value. Je pense qu'il faut vraiment définir ce qu'on entend par value, parce que c'est les rotations sectorielles liées à la remontée des taux, portées par les espoirs de reprise d'activité et d'accélération de croissance. Ces rotations sectorielles sont très court terme et il va bien falloir que ces entreprises value, pour une grande partie, justifient les hausses de cours par une prévision de bénéfices. Donc l'économie réelle rattrapera inévitablement, si vous voulez, les performances des titres pour lesquels on aura des entreprises dont les stratégies et les business models n'auront pas délivré, ne seront pas au rendez-vous des attentes du consensus et des analystes. Le troisième point que j'ajouterais, c'est que je parlerai les valeurs de croissance. Effectivement, on subit les rotations sectorielles. Alors, à l'inverse, de façon symétrique par rapport à la value, c'est-à-dire que quand les valeurs financières, les valeurs cycliques montent, les valeurs défensives qui ont bénéficié de la protection, soit des effets du Covid pleinement, on le voit sur le secteur de la santé, soit de la récurrence et de la visibilité dans le secteur de la technologie, elles ont tendance à sous-performer. Je pense que cette sous-performance, elle est temporaire, et comme l'ont dit les deux précédents intervenants, ce qui compte à ce moment-là pour rester positionné sur ces dossiers, à condition d'être sur un horizon d'investissement long terme, c'est d'être porté sur des tendances de très long terme. Je ne vais pas dire séculaires, mais des mouvements très porteurs autour de la digitalisation, autour des semi-conducteurs, par exemple. Donc, alors que dans cette rotation, quand on est porté sur la croissance, comme on a un biais croissance clair et assumé à la financière responsable, c'est vrai que on va augmenter le poids des valeurs qui ont du bêta, on va augmenter le poids des valeurs qui ont du pricing power dans cette phase de reprise. On va augmenter le poids des valeurs cycliques, mais tout en gardant ce prisme de long terme. Et puis, on va peut-être aussi arbitrer un peu et peut-être sortir et baisser le poids de certaines valeurs dites plus défensives ou dites moins ou qui ont bien bénéficié de cette période de Covid. Je pense à des valeurs comme Carrefour, je pense à des valeurs comme Seb, qui ont eu des beaux parcours et pour lesquels on trouve que le potentiel de performance est un peu épuisé. Voilà comment on s'adapte dans cette période et voilà comment on gère et on anticipe une phase de reprise où devant nous on a quand même je crois, la nécessité d'oublier ce qui peut se passer à un mois ou à 2 mois et de se projeter vraiment à un horizon un petit peu plus loin tel que la fin de l'année. Alors, on va en parler juste avant, donc du coup, je vous propose de répondre, Bertrand Puif. Du coup, vous avez commencé du coup donc ces échanges donc avec notamment cette volonté d'aller plus sur des valeurs donc dites value.
À la lumière de ce que vous avez entendu, c'est vrai qu'il y a un risque qui a été mis en avant par Stéphane Prévost, c'est ce côté effet d'aubaine sur les valeurs de croissance avec la pandémie. Et puis le jour où il n'y a plus, où, entre guillemets, ces valeurs de croissance entre guillemets performent un peu moins, est-ce qu'on ne va pas sur un effet d'aubaine sur la value, mais qui serait décorrélé de fondamentaux ou de réelles performances? Alors, l'effet d'aubaine, il est potentiellement surtout sur des industriels qui effectivement vont bénéficier des stimuli partout dans le monde, et on peut se poser la question dans 2 ou 3 ans, il peut y avoir un atterrissage. Mais par exemple, pour revenir sur ce qui a été dit, d'une part, on part d'un niveau de valorisation et de sous-valorisation de la value qui est historique. On n'a jamais vu un écart de valorisation comme ça, donc à la fois en relatif et en absolu, entre la value et la croissance. Et même après l'embryon de rebond qu'on a eu sur la value depuis 3 mois, on reste encore dans des zones qui sont historiquement enfin, un écart qui est extrêmement élevé. Donc ça, c'est le premier élément. Donc on n'a pas forcément besoin que les profits se remettent à croître fortement et que la value devienne de la croissance pour justifier une revalorisation des multiples. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, le cours ne témoigne déjà pas de la performance actuelle des entreprises. Tout à fait. D'ailleurs, par exemple, regardons une société comme AXA dans les financières, AXA traite à moins de 10 fois les profits. Bon, voilà, pour une croissance autour de 10%, de 10-12% des profits par action. Voilà, bon, je laisserai à chacun de juger le fait que est-ce que c'est cher ou pas. D'autre part, il y a quand même un effet de la pontification de la courbe des taux directement sur les profits de certaines entreprises. Les banques font de la transformation, c'est bien connu, et une pontification de la courbe des taux aura un impact positif sur les bénéfices par action des banques. Donc là aussi, on peut avoir un double effet qui se coule sur un certain nombre de valeurs. Et juste pour parler peut-être d'un secteur sur lequel moi, par exemple, je suis très fortement surpondéré aujourd'hui, parce que je pense justement que de la même manière que pour la croissance, on aime se projeter, c'est ce qui a été dit, ben là, sur certaines valeurs value, on peut aussi se projeter. Prenons le cas des matières premières. Aujourd'hui, les matières premières, pourquoi on peut se projeter? Parce qu'au-delà des effets de cycle, au-delà de l'effet d'aubaine, qui existe et qui, je ne cherche pas à le nier, on a des plans de relance qui sont liés notamment aux énergies renouvelables. Bien sûr. Et qui sont extrêmement et on va en parler avec Joe Biden qui veut amorcer la transition, enfin, continuer la transition. Ou en infrastructure, exactement. Donc le plan aux US, donc des 3 000 milliards sur les infrastructures, c'est inimaginable la demande qu'il va y avoir en termes de matières premières, que ce soit de l'acier, du cuivre, de l'aluminium, du nickel. Et ça fait 10 ans qu'on est en bas de cycle, en retournement de cycle sur les matières premières. Ce qui veut dire sous-investissement, puisque bon, en bas de les courbes baissant, donc les entreprises minières notamment n'investissaient plus. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, en plus dans un secteur qui est complètement inélastique. Je veux dire, l'offre de minerais, elle repart pas comme ça en 3 mois. Il faut demander des permis pour augmenter la capacité, il faut acheter des équipements, etc. Et donc, si vous voulez, on a une demande qui arrive qui va être très forte. En Europe, c'est les énergies renouvelables, on en parlait, les éoliennes, donc le contenu des éoliennes ou des panneaux solaires en termes de matières premières, il est juste extrêmement élevé. À un moment, justement, où l'offre a du mal à satisfaire déjà la demande du fait de ce rebond cyclique, la demande du consommateur. Donc la question, effectivement, on a vu déjà les prix remonter fortement sur certaines matières premières, mais encore une fois, quand on regarde sur des cycles longs, on n'a retracé qu'une partie de la baisse qu'on a eue sur les 10 dernières années. Mais alors, et ça c'est intéressant parce que du coup, vous l'évoquez sur les matières premières, moi je voulais l'évoquer sur les taux, la pontification de la courbe des taux dont vous avez tous les trois parlé. Adrien Dumas, on parle du coup de l'impact de la pontification de la courbe des taux sur certaines valeurs, donc c'est défavorable à certaines valeurs, c'est favorable à certains secteurs comme les bancaires, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, on veut un retour à la normale, ça passe par des taux qui reprennent leur niveau d'avant-crise finalement? Alors, il y a 2 façons de répondre. La première, c'est que la pontification et la hausse des taux, on l'a beaucoup vu aux États-Unis, on l'a quand même vu oui, c'est vrai, beaucoup moins sur les zones géographiques. On devrait rajouter la pontification de la courbe des taux aux États-Unis. Et moi, à la limite, c'est peut-être ce qui m'a le plus perturbé ces 6 derniers mois, c'est qu'en fait, les marchés américains ont pris le pas sur tout le reste et que effectivement, l'évolution des taux et de la courbe et de la pontification de la courbe américaine, en fait, a eu des impacts sur tous les marchés mondiaux, comme si dans toutes ces géographies, les taux avaient bougé. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine, ça fait maintenant plus de 18 mois que le 10 ans chinois est à plus de 3%. Il n'a pas du tout bougé au regard de l'évolution des taux américains. Et malgré tout, même sur le marché chinois, on a constaté des rotations sectorielles comme si les taux avaient bougé. Donc, moi, je pense qu'il y a, les marchés actions, en fait, sont de plus en plus globalisés et sont très focalisés, effectivement, sur les taux américains.
Et il faut, je pense, de temps en temps se rappeler que tout le monde n'habite pas aux États-Unis. Voilà, que les taux en Europe n'ont pas tout à fait suivi les mêmes évolutions que les taux américains. Première chose. Deuxième élément, oui, bien évidemment, il faudra un retour à la normale. Mais quand on regarde les discours des banques centrales aujourd'hui et les plans de relance, il faut bien un équilibre entre la partie fiscale et la partie plus monétaire, plus classique. Et pour écouter assez souvent quand même notre amie Christine Lagarde, je ne vois pas aujourd'hui un scénario dans lequel on pourrait avoir une hausse des taux rapide en Europe, avec des États qui sont de plus en plus endettés, qui ont du mal un peu à financer les plans de relance. L'Italie, c'est quand même très compliqué maintenant depuis 3 mois en termes de discussion dans le pays pour faire valider le plan de relance. Donc voilà, vivre avec des taux plus élevés, certainement plus que les 12 derniers mois, ça c'est possible. Retrouver des taux longs aussi élevés que les 10 dernières années, ça me semble compliqué. Je rappelle quand même que la construction des taux, c'est des anticipations d'inflation plus les drivers de croissance que sont la productivité et la démographie. Bon, la productivité et la démographie, ce sont 2 moteurs qui sont quand même qu'on a bien déjà essorés, sur lesquels ça va être difficile de trouver des relais supplémentaires. Donc voilà, où seront les taux longs européens dans 2-3 ans? Certainement, à mon avis, pas aussi haut qu'ils étaient il y a encore 5 ou 6 ans. D'accord, donc il va falloir attendre un petit bout de temps avant que... ça fait une transition toute trouvée. Alors avant de parler du plan de relance, mais dont on va parler, je vous assure, Stéphane Prévost, je rappelle juste en fait le constat de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui explique que les prévisions de croissance mondiale augmentent aux yeux du FMI, mais que c'est complètement désynchronisé. Stéphane Prévost, il y a d'un côté 2 moteurs, la Chine et les États-Unis, et des pays qui, eux, pourraient plus souffrir effectivement de potentiellement de leur exposition au tourisme ou de l'accès aux vaccins. Bon, on ne parle pas de l'Europe, Stéphane Prévost, elle se situe où l'Europe dans cette cartographie ? L'Europe, elle est entre les deux, effectivement, elle est perdante. Clairement, elle sort affaiblie en termes de dynamique de reprise de croissance, elle sort affaiblie par rapport à la Chine et aux États-Unis. La Chine est, je crois que ça a déjà été dit par 2 intervenants sur votre plateau, la Chine sort a priori comme la grande gagnante quand même de la pandémie. Le redémarrage a été extrêmement rapide. Et les États-Unis embrayent dans la même voie, dans la même direction. Ils ont pris un peu de retard, mais ils le rattrapent. Oui, et rattrape. Et c'est vrai que le FMI relève ses prévisions de croissance parce je crois qu'ils avaient prévu initialement 5,5% de croissance mondiale en 2021 et on serait plutôt vers 6%, au-dessus des 6%. Donc c'est ce qui est prévu. Alors elle dit quand même aussi que cette désynchronisation, elle est déjà en place et qu'elle risque de s'accentuer, notamment si l'Europe n'arrive pas à accélérer dans le domaine des vaccins. Et il semblerait que, d'après ce qu'on peut constater dans les différents pays les plus avancés en termes de vaccins, qu'effectivement, il y a quand même ce facteur qui va peser considérablement sur la capacité de libération de l'économie et de reprise, de normalisation de l'activité économique. Donc c'est ce que moi j'ai retenu à peu près du discours du FMI. On voit bien que en Europe aujourd'hui, le premier semestre est, je vais pas dire qu'il est perdu, mais la dynamique la plus forte de reprise de croissance, on l'attend vraiment sur le 2e semestre désormais, hein, et puis plutôt qu'au-dessin. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on était plutôt dans une perception plus rapide de cette reprise. Et c'est vrai que c'est d'autant plus symbolique que Emmanuel Macron prenne la parole ce soir, fin du premier trimestre, du coup, pour potentiellement annoncer plus de mesures de restrictions. Je vous propose de passer à cette 2e prise de parole qui est attendue ce soir, et celle de Joe Biden. Alors, on en parlait avant l'émission, difficile de trouver l'horaire exact auquel Joe Biden va s'exprimer, mais bon, il semblerait qu'il s'exprime à 22h ce soir depuis Pittsburgh pour dévoiler donc les contours de son plan d'infrastructure Build Back Better, donc premier volet de 2 milliards de dollars pour un plan plus global qui pourrait aller jusqu'à 4 000 milliards de dollars. Tout ça pour rester dans la course face à la Chine, donc avec un plan sur les infrastructures, mais également la transition énergétique, l'accès au débit, et puis avec un questionnement au-delà du plan, puisque effectivement, on comprend la nécessité donc
d'investir dans les infrastructures, mais c'est son financement. Et là, Joe Biden a donné 2 pistes. On va continuer avec vous, Adrien Dumas. Donc 2 pistes. La première, c'est augmenter les impôts sur les sociétés que Donald Trump avait réduit. Donc on passe de 21 à 28%. Donc ça, c'est une piste qui a l'air quand même bien engagée. Et une deuxième piste, peut-être un peu moins engagée, mais qui revient quand même régulièrement, c'est augmenter les impôts sur les plus hauts salaires, donc plus de 400 000 $. Et avec ça, selon Joe Biden, un plan qui serait financé en 15 ans. Quel impact sur les marchés? C'est une bonne question. Effectivement, je pense qu'il faut bien avoir en tête que l'objectif premier de Joe Biden, c'est de redétricoter ce que Donald Trump avait tricoté pendant 4 ans. Sauf donc, quand il s'agit des taux sur des tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine. Ça, pour l'instant, effectivement, il reste plutôt sur une ligne dure, et on en parlera quand on parlera des semi-conducteurs, mais effectivement, il y a l'objectif quand même de ce plan, vous l'avez mentionné, c'est de redonner un attrait, une puissance économique américaine dans une ère qui s'ouvre, dans laquelle la Chine effectivement devient un concurrent de plus en plus sérieux, et surtout où la transition écologique devient un sujet de domination technologique, et où la Chine là aussi semble un peu prendre les devants. Donc, oui, les États-Unis doivent répondre, ils doivent mettre les moyens sur la table, ils doivent le faire de manière fédérale et aussi encourager les entreprises à investir sur ces sujets-là. Donc ça, c'est quand même l'esprit de ces annonces. Et effectivement, sur le financement, j'ai envie de dire, on trouvera toujours des solutions. Le fait de réaugmenter la partie, les corporate tax, je pense que c'est pas effectivement une surprise. C'est quelque chose qui est assez apprécié. C'est pas une surprise pour nous. Est-ce que c'est une surprise pour les... Enfin, c'est pas une surprise, c'est-à-dire qu'on en parle, mais pour autant, quel impact ça va avoir sur les ça marchés? Ça va forcément avoir des impacts en termes de résultats ou d'IPS pour les sociétés américaines, mais je pense que c'était quelque chose qui était quand même bien dans les tuyaux depuis l'élection de Joe Biden, donc qui avait été effectivement plutôt bien anticipé. Le chiffre, je ne sais plus, je crois que c'est entre 4 et 5% d'impact sur l'IPS des principaux indices américains, sur les résultats par action, pardon, pour parler français. Moi, le sujet qui me plaît beaucoup, c'est le fait quand même d'écrire dans le marbre la nécessité de fiscaliser les profits qui sont réalisés par les entreprises américaines à l'étranger. Donc là, c'est un acte de président démocrate, mais qui traduit bien quand même les enjeux autour des leaders mondiaux de la tech notamment, et de montrer un pas vers la fiscalisation, en tout cas de payer des impôts pour ces entreprises-là. Donc ça sera pas un gros paquet dans le financement, mais ça en fera quand même partie, et c'est, je pense, une évolution qui est plutôt saine. Et sur le taxer les hauts revenus, oui, ça c'est quelque chose qui est pas mal poussé par l'aile la plus à gauche du Parti démocrate depuis un petit bout de temps, donc il fallait, je pense, y attendre aussi. C'est intéressant cette notion de fiscalité, justement, parce que mettons les pays européens se posent la question de savoir comment taxer finalement ces revenus qui sont faits chez eux, et puis les États-Unis se posent la question de savoir comment taxer les revenus qui sont faits chez les Européens, puisqu'ils ne sont pas du coup taxés chez eux, quoi. Les États-Unis, exactement. Et voilà, donc je pense que tout ça arrivera à un compromis. Ça prendra certainement un petit peu de temps, notamment sur la partie sur la fiscalité des hauts revenus, mais voilà, on est avec un président démocrate, une administration démocrate. Je pense que ce à quoi on pouvait s'attendre. Moi, j'ai quand même une question c'est un plan qui est très ambitieux. Moi, je me rappelle de l'élection de Donald Trump. La première annonce qu'il a faite, c'était un plan sur les infrastructures de 800 millions de dollars. Et on n'en a quasiment pas vu $1 de dépensé. Donc voilà, c'est dans quelle mesure, en fait, on va se rendre compte que l'économie américaine va se redresser plus vite que prévu, et qu'en fait, une grande partie de ce plan n'aura même pas besoin d'être investie. Moi, je trouve aujourd'hui, on commence déjà à se projeter très vite sur ces enveloppes. Et quand je regarde ce qui s'est passé, en tout cas avec la précédente administration, ça avait été moins dispendieux que ce qui était initialement prévu. Et rappelons qu'ensuite, une partie de ces investissements des actions devront être réalisées par les États. Donc ça va là aussi poser des questions entre ce qui est décidé au niveau du gouvernement américain et ensuite au niveau de chaque État. Bertrand Puif, sur ce plan d'infrastructure dont on connaît déjà les contours, même si le discours n'a pas eu lieu, qu'est-ce que ça vous évoque? Effectivement, je suis d'accord qu'il y a un effet psychologique, que sans doute une grande partie du plan ne sera pas dépensée, compte tenu de l'ampleur de la reprise. Mais c'est un effet psychologique, ça donne effectivement une confiance aux entreprises quand elles sont dans les bons secteurs, évidemment, les secteurs qui polluent le moins. C'est vraiment quand même une des clés dans ce plan-là. C'est vraiment cette transition énergétique. Cette transition-là. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que et positif, c'est que ça apporte quand même il y a une volonté de réindustrialiser les US, mais pas de manière complètement sans limite ou sans garde-fou. Donc il y a cette notion effectivement d'énergie verte qui sous-tend ça. Mais par exemple, quand on regarde dans les semi-conducteurs, clairement,
les États-Unis ont pris beaucoup de retard par rapport à l'Asie. Ça fait il y a eu partie des sujets d'hégémonie. Des priorités de Joe Biden. Oui. Exactement, d'hégémonie au-delà même de l'économie politique. Voilà, ceux qui maîtrisent effectivement la chaîne des semi-conducteurs, on le voit aujourd'hui en Asie, où il suffit qu'il y ait un incendie dans une grosse usine au Japon et vous avez toute la supply chain, entre guillemets, donc de l'industrie automobile mondiale qui explose. Bien sûr. Et voilà, et toutes les sociétés qui font des profit warnings les uns après les autres. Donc il y a une nécessité, je ne pense pas que pour les États-Unis, ce sera le cas aussi en Europe à un moment donné, enfin ça devrait être le cas dans le plan, mais nous on pense à l'hydrogène, à l'énergie de 2050 plutôt que l'énergie de 2030, c'est dommage, mais bon, peut-être qu'on sera les meilleurs en 2050. Voilà, en 2030, on sera prêt en tout cas. Voilà, on sera prêt pour ce virage. En tout cas, les US et la Chine, eux, ils sont vraiment dans le temps présent. Et je pense que voilà, sur les semi-conducteurs, on a beaucoup d'annonces qui ont été faites par les grands acteurs. PDG Intel a dit qu'il était à fond derrière le plan aussi. Il a annoncé l'ouverture la construction d'une énorme usine aux États-Unis. Oui, bien sûr. Parce que je regardais les semi-conducteurs, le marché aux États-Unis, donc tout constructeur confondu, c'est 12% donc du coup du marché global. Le leader TMSC, donc taïwanais, lui, c'est 28% à lui tout seul. Donc on est quand même sur des niveaux qui sont plus du tout les mêmes et un vrai retard finalement des États-Unis, alors que derrière ils produisent énormément de ceux qui utilisent les semi-conducteurs en question. Voilà, exactement. On a vu ça aussi tout au long de la présidence de Trump sur les réseaux télécoms, où il y a eu ces problèmes avec Huawei. Donc voilà, il y a énormément de choses qui vont être adressées, on va dire en termes d'hégémonie économique, mais pas par un conflit frontal, qui était un peu la stratégie de Trump, mais plutôt par une stratégie beaucoup plus au second degré, en disant on va pas aller attaquer frontal les Chinois, mais on sait là où on doit investir parce qu'on sait où sont nos faiblesses, et justement ce plan-là va être l'occasion de le faire. Donc voilà. ça envoie quand même le message qu'on les reconnaît, et puis effectivement on n'y va pas de frontal, mais on annonce des montants gros, très gros, voire astronomiques, qui donnent l'impression quand même de prendre le problème à bras-le-corps. Stéphane Prévost, votre avis également sur ce plan de relance et sur son impact du coup sur les marchés, sur ce plan d'infrastructure et non pas de relance. Oui, je vous remercie de me donner la parole là-dessus, parce que je pense que ce qu'on voit, ce plan Biden, c'est clairement l'illustration d'une vision qui est aux antipodes de celle de M. Trump. Joe Biden, il veut remettre de l'espoir pour les classes pour les classes moyennes américaines et pour les jeunes aux États-Unis dans sa vision de la place et du rôle que doivent jouer les États-Unis au niveau mondial. On retricote plutôt ce qu'avait fait M. Trump. M. Trump avait fait est sorti des accords de Paris. M. Trump avait fait sauter un certain nombre de contraintes réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'activités qui étaient régulées. Monsieur Trump avait fait la promotion des gaz de schiste, des pétroles de schiste, etc. Et aujourd'hui, l'Amérique a pris un retard dans tout ce qui est développement durable. Donc, cette vision de société qu'on va voir à travers le plan Biden, c'est aussi une façon de replacer les États-Unis dans la compétition mondiale par rapport aux enjeux énergétiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux d'efficacité énergétique, de cette transition énergétique et puis de cette vision de société. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on annonce qu'on va construire 30 mégawatts d'éolien, de parcs éoliens offshore au niveau des États-Unis, aujourd'hui on est peut-être sur un mégawatt en éolien aux États-Unis. Ce sont des filières où il va y avoir de l'emploi, il va y avoir un impact sur l'économie. Donc, si vous voulez, cette vision du plan Biden est probablement une façon pour les États-Unis de rattraper leur retard en la matière. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les États-Unis aujourd'hui sont peut-être désormais à la traîne. Prenons l'exemple des véhicules électriques. Alors on a Tesla, on en a parlé, il y a Tesla aux États-Unis, mais en Chine, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'une centaine de constructeurs chinois qui proposent des véhicules électriques. Il y a déjà énormément de véhicules électriques qui sont vendus en Chine. Donc il y a la même visibilité que Tesla, effectivement, mais qui sont pas cotés, qu'on connaît pas. Adrien Dumas, ils ont une visibilité également. On commence à bien les connaître. On commence à les connaître. Ils ont des belles market capitalisations aussi. NIO, Xpeng, Li Auto, c'est les trois plus grands. Et ils ont des market capitalisations entre 20 et 70 milliards de dollars sur la bourse américaine. Donc je pense qu'ils sont quand même ils ont cette visibilité. Mais bon, Tesla a été le premier à en parler presque, ou en tout cas le premier à faire parler de lui autant, ce qui fait que du coup...
Il a cette visibilité. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je vous propose de parler quand même de valeur. On va continuer avec vous, Stéphane Prévost. On va parler de Capgemini. Capgemini qui ce matin a annoncé qu'elle visait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9%. C'est le bas de la fourchette des anticipations donc de Capgemini est au-dessus des prévisions de la plupart des analystes. Et Capgemini, qui on le rappelle du coup avait racheté Altran et intégré donc Altran en avril dernier, qui mise sur ces synergies pour accroître sa position dans les services numériques. Qu'est-ce que ça vous évoque, Stéphane Prévost ? En fait, Capgemini avait annoncé déjà dans une guidance pluriannuelle un certain nombre d'objectifs de moyen terme, c'est-à-dire ils avaient mis une échéance 2025. Et si vous voulez, aujourd'hui, les annonces qui ont été faites sur la marge opérationnelle, l'objectif de marge opérationnelle qui aujourd'hui est un peu au-dessus de 12 serait porté à 14%, une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 7 à 9%. Bon, il faut voir que là-dessus, le management n'a pas donné de détails, mais il y a une partie croissance organique, puis une partie qui va se faire par des acquisitions, très probablement. La croissance organique, aujourd'hui, on la voit, je dirais en moyenne, entre 2,5 et 4,5%, suivant sur l'année 2021, par exemple. Donc vous voyez que, en fait, derrière ces annonces, on a un Capgemini qui projette de se mettre au standard des grands leaders mondiaux dans le domaine que sont Accenture et que sont IBM, même si IBM a une marge opérationnelle de 15%, mais a très peu de croissance. Alors qu'Accenture est un peu en dessous, mais a une croissance organique. Donc en fait, Capgemini est en train de changer de catégorie, rentre un peu dans cette catégorie des best in class s'il atteint ses objectifs, et que donc ça va permettre d'avoir un re-rating boursier. D'autant plus que, bon, c'est un dossier que je ne vous cacherai pas, on a depuis plusieurs années dans nos portefeuilles au niveau de la financière responsable. C'est une entreprise qui a une politique de RSE et des indicateurs et un engagement en faveur du développement durable qui est plutôt bon. Et l'acquisition qui a été faite d'Alten est en train d'ouvrir le groupe sur des métiers d'industrie. Que le groupe, un spectre d'activité que le groupe n'approchait pas auparavant. Donc c'est un dossier sur lequel à long terme on reste assez positif. Altran, pardon. Oui. Excusez-moi. Non, pas de souci. Donc plutôt une acquisition qui a un impact positif. Et ce que vous nous dites, c'est que finalement, Capgemini projette de devenir un géant et qu'elle a, selon vous, les moyens de le devenir. Et cette stratégie, elle est basée sur un modèle d'offshoring qui est qu'il y a 60% de l'effectif qui est en Inde, avec des personnels hautement qualifiés, et que cette stratégie délivre relativement bien. Et la brique Altran était vraiment la brique qui manquait en termes de panel et de diversification d'activités pour tous les clients et tous ces acteurs de l'économie pour lesquels le digital est en train de révolutionner les modes de travail, les modes de production. Eh ben on va entendre à présent Bertrand Puif sur Capgemini. Donc du coup, même question. Quelle est votre analyse sur ce sujet, sur ce potentiel futur géant ? Alors, ou en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur le plan économique et stratégique, je pense qu'il n'y a pas de discussion. On sera tous d'accord pour dire que c'est une très belle acquisition et que l'intégration apparemment se passe plutôt bien, puisque c'est une des raisons pour lesquelles les prévisions ont été revues à la hausse. Là où je ne partage pas forcément ensuite l'avis qui a été évoqué, c'est encore une fois, bon, j'ai un prisme value, je suis en value, je l'assume. On l'aura compris, voilà, effectivement. Je comprends qu'il y ait un re-rating qui soit attendu, mais pour moi, il est déjà dans les cours à 26 fois les profits. C'est un titre qui, sur les 10 dernières années, s'est traité en moyenne 18 fois. Ok, on est à 26 fois aujourd'hui, alors peut-être que ça vaut 30, mais moi je ne suis pas capable de savoir si ça vaut 30 ou 25 ou 24. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est quand même dans une zone qui est largement au-dessus de la moyenne historique. Donc pour moi, effectivement, c'est un peu compliqué. D'autre part, il ne faut quand même pas oublier que Capgemini, c'est de la tech, qu'on a évoqué le fait que la remontée des taux longs, en tout cas aux US, mais bon, les US sont quand même pour la tech le marché directeur, n'a pas forcément un bon impact sur le secteur de la tech. Donc si vous avez des désengagements d'investisseurs sur la technologie, sur des indices de valeur technologique dont fait partie Capgemini, malheureusement, dans un premier temps, il n'y aura pas vraiment en fait de stock picking et Capgemini sera en sympathie avec d'autres valeurs technologiques qui, je suis d'accord, ont des valorisations plus élevées que Capgemini. Mais voilà, donc moi aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que gérant value, je comprends qu'en relatif là où se trouve la moyenne de la technologie, on peut considérer que Capgemini est de la value. Cependant, attention,
C'est pour ça que j'en ai pas, parce que j'ai peur de ce de-rating qui devrait s'accélérer sur les valeurs technologiques et qu'en tout cas, dans un premier temps, Capgemini en pâtisse au même titre que toutes les autres valeurs, même si elles ont des valorisations plus élevées. Donc, ce que vous nous dites, c'est que une intégration qui se passe bien avec une entreprise, comme nous le rappelait Stéphane Prévost, qui a les moyens de ses ambitions, mais attention au contexte, finalement, c'est ce que vous nous dites. Il y a la valorisation, ce qui est déjà dans les cours, effectivement, et au secteur auquel appartient donc Capgemini. Et eh bien, on va finir avec vous, Adrien Dumas, sur cette question de Capgemini. Du coup, on a une approche plutôt value, une approche plutôt croissance. Quelle est votre approche à vous? Je vais essayer de réconcilier les deux visions. Je pense qu'effectivement, quand on regarde la valorisation aujourd'hui de Capgemini par rapport à son historique, elle est un peu plus élevée. Ce qui l'explique, à mon avis, c'est qu'effectivement, Capgemini, d'un point de vue structurel, est en train de se rapprocher d'Accenture, c'est-à-dire avec des métiers qui ont plus de valeur ajoutée, donc des marges qui sont légèrement supérieures, une génération de cash flow qui est légèrement supérieure, et aussi un profil de croissance qui s'améliore. Le fait de rajouter Altran améliore sensiblement le profil de croissance de Capgemini. Donc voilà, quand on met tous ces éléments les uns dans les autres, oui, je pense qu'on est sur des niveaux qui ne sont pas très opportunistes, mais c'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille qu'on peut, à mon avis, encore garder un petit peu. Et alors, et du coup, il nous reste une minute peut-être pour nous donner, pour nous expliquer ce que vous suivez, vous, au quotidien. Alors, une minute, plutôt quelques secondes, comme ça on laissera la parole à chacune des personnes autour de ce plateau. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en ce moment, du coup ? Moi, je pense que on en a parlé, hein, le sujet de la transition écologique énergétique devient un sujet transverse à beaucoup de secteurs, avec des conséquences sur pas mal d'activités, et c'est surtout un sujet qui devient de plus en plus protectionniste. Donc voilà, je pense qu'il y a nécessité de bien comprendre ces éléments, et avec ce prisme-là, d'analyser le potentiel des entreprises, les technologies, les innovations. On a des grands savoir-faire en Europe. On dit souvent que l'Europe est en retard sur beaucoup de sujets. On a quand même beaucoup de grands leaders mondiaux sur des savoir-faire technologiques qui apportent et qui contribuent à la transition écologique énergétique. Essayons de les accompagner et de les pousser à aller plus loin et à réussir leur internationalisation. Je pense que c'est un moyen de réfléchir à ce sujet qui, à mon avis, va dominer les débats pendant les 15-20 prochaines années, parce que le sujet climatique, je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Donc, on aura compris effectivement vos allocations et vos stratégies d'investissement au travers de cette émission. On n'aura pas eu le temps de parler de Deliveroo non plus. On en parlera dans une autre émission. Merci en tout cas Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, au téléphone avec nous. Merci à vous Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Et merci Adrien Dumas, directeur des investissements chez Mandarine Gestion. Bienvenue dans Marché à thème, à présent la dernière partie de Smart Bourse ce soir, et un marché à thème qui va porter sur les rachats d'actions de dirigeants. Quel message envoie-t-il aux investisseurs? Comment peuvent-ils annoncer parfois les prémices d'actions à venir? On en discute avec Youssef Elboukili. Bonsoir Youssef Elboukili. Bonsoir. Vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion. Alors nous sommes ce soir à la fin tout pile du premier trimestre de cette année 2021. Le CAC 40 qui revient d'ailleurs sur ses niveaux d'avant la pandémie. Alors c'est l'occasion de revenir un peu sur l'année qui vient de s'écouler. Et je le disais en introduction, via un prisme un peu particulier, celui des rachats d'actions de dirigeants. Et on peut commencer peut-être avec un exemple tout de suite qui va nous permettre de comprendre ce qu'on cherche à comprendre justement avec les rachats d'actions de dirigeants. C'est celui de Xavier Niel avec Iliad. Donc là, on remonte en janvier 2020, voire même fin 2019. Tout à fait. Donc, c'était un mouvement qui avait été initié fin 2019 et donc concrétisé début 2020. Et c'est un mouvement assez notable parce qu'il traduit bien ce qu'on cherche à déceler dans ces tendances qu'on va regarder dans plusieurs entreprises. Là, on était sur un cas assez particulier où on avait une société qui avait quand même une valeur d'actif qui était assez solide, qui est Iliad, mais dans un marché un peu chahuté par la concurrence et dans une situation un peu où ils devaient se défendre. Ils étaient en phase de construction de réseau. Là où l'agressivité des prix était... Ils posaient leurs propres antennes et ils construisaient physiquement leur réseau. Tout à fait. Donc, à un moment où l'agressivité commerciale était assez élevée, donc les prix étaient très faibles. Et donc le renforcement de Xavier Niel à ce moment-là a été très très évocateur parce que c'était quand même une tendance qui durait depuis un an et puis on voyait que la société commençait à sortir de ce mouvement-là avec des prix qui se redressaient et puis derrière une infrastructure qui commençait à porter ses fruits et puis une politique commerciale qui avait été changée également. Donc c'était une opération initiée, il me semble, à 120 € à l'époque avec une belle prime qui restait toujours sur une valorisation plutôt raisonnable.
Et c'était un renforcement très très significatif par son ampleur justement. Mais alors du coup très significatif parce que quel est le message que ça envoie à un dirigeant d'entreprise qui rachète les actions de sa propre entreprise? Je pense que quand vous achetez 20% du capital et 40% du flottant, ça ce qui était le cas pour Iliad du coup. Tout à fait. Ça veut quand même dire que vous croyez beaucoup dans les fondamentaux de votre entreprise. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, quand on a une thèse d'investissement et qu'elle vient d'être renforcée par ce message d'un dirigeant qui semble partager cet avis et se renforce via ses propres fonds, en général, ça complète plutôt bien l'analyse et ça vient rassurer sur l'histoire boursière. D'accord, donc ça veut dire que potentiellement, si on prend l'exemple d'Iliad, donc un investisseur qui suit Iliad et qui se dit bon bah là il y a effectivement une période un peu compliquée en lien avec le contexte ou autre, mais on y croit et que le dirigeant rachète une partie des actions, ça vient envoyer un message assez fort de dire bon bah finalement la personne qui est la mieux placée pour comprendre et projeter son entreprise y croit aussi. Exactement. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Oui. Est-ce que c'est une tendance qui a pu être accentuée, par exemple, avec la pandémie, la crise qu'on a connue avec donc du coup la Covid-19 et la crise économique, puisque du coup les valeurs d'un certain nombre d'entreprises ont reculé à ce moment-là. Est-ce qu'on a vu d'autres rachats sur la période? Tout à fait. En fait, ce qui était marquant dans la première phase de baisse l'année dernière, c'était de voir des mouvements de baisse assez indifférenciés. Au final, une entreprise, on voyait par exemple des baisses de 30%, 40% sur pas mal d'entreprises, alors qu'il était évident qu'elles n'allaient pas toutes être affectées de la même ampleur par la crise sanitaire. C'est ça, c'était un peu l'effet panique finalement. Tout à fait. Donc forcément, les renforcements de dirigeants opportunistes, bien sûr, à cette période, pouvaient faire sens. Et c'est intéressant comme indicateur. Si vous dites plutôt que de regarder le cours et du coup l'effet panique, on va regarder la réaction du dirigeant bien sûr. Dans ce contexte. Parce que souvent, le dirigeant est quand même bien placé pour savoir ce qui se passe. Il peut déceler des tendances que des externes auraient peut-être du mal à percevoir ou avec pas avec la même rapidité en tout cas, que ce soit des tendances externes en discutant avec ses clients ou ses fournisseurs. Ça peut même être des tendances internes de changement de dynamique en interne, de changement opérationnel. Et dans ces phases-là, je pense que les valorisations très très basses ont permis aux managers de se renforcer sur des points très très intéressants. Donc on a eu beaucoup de valorisations, beaucoup de mouvements qui ont été effectués un peu de manière aléatoire. Et puis même pendant l'été, on a pu avoir des mouvements un peu plus structurés. Donc on a vu des OPA plutôt cet été. C'est ça. C'est ça. Donc c'est des managers qui ont eu le temps de travailler adossés souvent à des fonds d'infrastructure ou d'investissement ou de private equity. Et souvent, ça a été des fonds de private equity tout seuls qui... Et alors ça, l'OPA envoie finalement le même message de dire ça veut dire que le dirigeant croit à son projet et qu'en plus de ça, vu qu'il a eu le temps de s'organiser pour racheter les actions, c'est que globalement, il y croit encore plus, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait. Donc, c'est des mouvements d'une ampleur un peu plus significative. Ce qui est dommage parce que ça a tendance à retirer les entreprises de la cote. Oui, c'est ça. C'est que finalement, on pourrait se dire qu'il y a peut-être derrière une volonté, alors je ne sais pas, de cession ou autre, mais on peut imaginer, peut tout imaginer quand un entrepreneur ou un dirigeant rachète les parts de son entreprise. Tout à fait. Mais en tout cas, le message en tout cas qui est clair, c'est qu'il y croit et qu'il pense qu'au prix actuel, l'entreprise est sous-valorisée. Et nous, quand on fait notre analyse fondamentale et qu'on arrive au même constat, c'est un renforcement de décision. Bien sûr, le risque, c'est toujours de tomber dans le biais de confirmation. Donc, c'est un signal qui est très utile, mais qui doit aussi être adossé à une analyse indépendante. Et donc, du coup, vous voyez ça plutôt comme quelque chose de positif quand un dirigeant d'une d'une entreprise sur laquelle vous êtes vous-même positionné rachète une partie de ses actions. Ça vous arrive parfois qu'elle soit retirée de la cote et que du coup, ça fait un coup d'épée dans l'eau presque. Souvent, quand les valorisations sont basses, on est bien sûr, on est triste de voir partir des sociétés auxquelles on s'est attaché, et puis c'est un peu notre vivier et ça fait un peu notre métier. Dans un cas encore emblématique l'année dernière de Rocket Internet que je pourrais citer, qui est une entreprise allemande qui incube des startups, qui est une société d'amorçage de plateforme en fait au nouveau modèle Internet. Qui lance pas mal de nouveaux modèles économiques effectivement en lien ou qui reprend ou en tout cas l'idée des modèles qui ont fait le succès des grandes valeurs technologiques aux États-Unis. Tout à fait. Donc ça c'était une société qui se payait au niveau de sa trésorerie et qui traitait même sous ces niveaux pendant la phase de creux du Covid. Donc le marché n'accordait pas de valeur à son portefeuille de participation. Et donc l'actionnaire de référence, Somewhere, a pu lancer une offre de retrait de cote qui, les conditions boursières allemandes autorisent ce genre de pratique.
et autorise, donc à partir du moment où vous contrôlez l'Assemblée générale, de retirer une entreprise de cote au prix des 6 derniers mois. D'accord, donc en fait il possédait suffisamment de parts dans l'entreprise et donc suffisamment de droits de vote pour imposer ça à l'Assemblée générale et donc là en fait on sort de la cote directement. Oui c'est ça, c'était autour de 50%, mais la nuance c'est que vous ne pouvez pas faire ça dans d'autres pays européens parce qu'en général les règles de squeeze-out sont autour de 95%. Là c'est un délisting, donc on sort d'un marché boursier on va dire réglementé. Et on a juste besoin d'offrir aux actionnaires le prix des 6 derniers mois. C'est-à-dire souvent, il n'y a pas de prime. Donc, si le prix des derniers mois a été impacté par la baisse des cours de bourse qui est liée au Covid. Par une pandémie, par exemple, oui. C'est une bonne affaire pour lui, mais une très mauvaise affaire pour ses actionnaires minoritaires, en l'occurrence. Voilà, donc c'est effectivement, il y a peut-être un petit effet d'aubaine aussi, effectivement, oui. dans ce genre de cas. Est-ce que, donc là, on a parlé effectivement donc de rachat d'actions, notamment en Europe. Est-ce que ça peut être parfois le signal de mouvements futurs? Je pense notamment aux sociétés qui entourent Vivendi actuellement. Il y a un spin-off qui est en cours. On voit qu'il y a des montages financiers qui sont annoncés au moment du spin-off. Vous en aviez identifié un petit peu avant déjà? Écoutez, c'est un titre, toute la galaxie Bolloré, en tout cas Vivendi, financière de l'OD. Bolloré, on est un peu actionnaire à tous les niveaux, tout simplement pour la valeur, on va dire, cachée, mais maintenant qui n'est plus très cachée de UMG, donc la participation principale de Vivendi, qui contrôle un tiers de la musique enregistrée. Et effectivement, vous avez raison, ce qu'on a pu voir récemment, c'était une sorte d'opération autour des holdings de contrôle, donc au niveau de la financière de l'OD, Sophie Boll, donc l'entreprise de contrôle de Bolloré qui rachète, la famille Bolloré aussi qui achète des titres en même temps. Donc ça a été un peu précurseur parce que c'était juste avant justement cette annonce de spin-off, et on sent une volonté peut-être de simplifier la structure en quelque sorte. Et ces rachats intervenaient comme un signal finalement. Alors bon, ils annonçaient pas, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais ça pouvait être interprété comme un signal. Encore une fois, c'est complémentaire par rapport à l'analyse fondamentale qu'on peut avoir, et souvent c'est des signaux qui sont interprétés de manière positive. Il nous reste quelques secondes, donc là on a beaucoup parlé de valeurs européennes. Aux États-Unis, on est sur une tendance similaire de rachat d'actions par les dirigeants. C'est plutôt l'inverse. Ils vendent leur part aux États-Unis. Quand vous voyez la valorisation des entreprises, on est sur des niveaux de cession, on va dire, de la part des dirigeants qui sont à la limite similaires, voire supérieurs à ceux des années 2000. Donc, quand on avait la bulle Internet des années 2000, ce qui est normal parce que souvent il y a des rémunérations qui sont en stock option, on voit beaucoup d'IPO, donc c'est quand même un marché qui est propice à la monétisation, on va dire. Et il est rare de trouver certaines opportunités dans ce marché qui soient adossé à des mouvements de rachat d'actions. On a pu en déceler une l'année dernière, c'était Upwork. Et c'est encore une fois, c'est un signal qui n'avait pas trompé parce qu'il y avait un rachat significatif du management, un changement de stratégie, et derrière ça s'est plutôt bien passé. Donc le rachat d'actions peut être un signal positif si je comprends bien, mais par contre l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on cède des actions que c'est forcément un signal négatif pour l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Ça peut être justement un dirigeant qui souhaite monétiser une partie de son risque entrepreneurial. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour monétiser une partie de ses stock options. Donc souvent la vente il peut y avoir plusieurs raisons derrière, mais c'est moins évocateur que l'achat. C'est moins indicateur que le rachat. Merci beaucoup Youssef El Boukili de nous avoir expliqué donc comment comprendre les signaux envoyés par les rachats d'actions de dirigeants. Youssef El Boukili, je rappelle que vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion. Voilà, c'est la fin de Smart Bourse. Je vous donne rendez-vous à présent demain à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.